Bonjour à tous, rebonjour. Deuxième partie de cette matinale d'Info sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France qui nous rediffusent, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et TV5 Monde. Aujourd'hui, l'invité politique en direct sur ce plateau, c'est Yannick Jadot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, Europe Écologie Les Verts. Et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Et Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA pour l'Est républicain. Ce matin, il représente la presse quotidienne régionale qui rediffusera cette interview sur ses sites internet tout à l'heure. Donc l'évacuation de la ZAD depuis ce matin à Notre-Dame-des-Landes. Yannick Jadot, le gouvernement tient sa promesse d'évacuation des zadistes après la trêve hivernale. Je regrette cette précipitation du gouvernement. Le gouvernement a été exemplaire depuis le début, avec l'abandon du projet, une logique d'apaisement sur place, parce qu'on sait qu'il y a toujours le risque de cristallisation de violence, et puis la mise en place d'un processus de concertation où les occupants résistants jusque-là, jusqu'à l'abandon du projet, deviennent des occupants avec des projets agricoles, des projets artisanaux, des projets culturels. Il y a cette concertation qui est engagée, il y a des dépôts de projets, ça permet l'apaisement sur la zone, ça permet de penser la zone comme une nouvelle zone à la fois agricole, artisanale, culturelle et de protection de l'environnement. Maintenant, je l'ai toujours dit, il est normal qu'il y ait liberté totale de circulation sur la départementale. Donc il fallait trouver quelques semaines de plus, après des années de résistance, Yannick, quelques semaines de plus. Mais pourquoi quelques semaines de plus? On ne comprend pas dans votre argumentaire. Parce que quand des personnes ont été pendant des années en résistance, imaginez qu'en quelques semaines, il y ait un retournement complet d'imaginaire, de logique collective, c'était difficile. Alors il y a un certain nombre de zadistes qui sont durs, il ne faut pas se voiler la face, mais j'aurais préféré quelques semaines de plus pour que finalement on libère totalement la zone et on pense la réoccupation ou le projet Notre-Dame-des-Landes agro-environnemental de manière apaisée. J'ai toujours peur de la cristallisation Yannick de la Jadot, violence. le gouvernement justement dit je fais la distinction entre ceux qui ont des projets agricoles et ceux qui n'en ont pas et va s'attaquer à une centaine sur 300 militants qui eux n'en ont pas. Donc ça va dans le sens de ce que vous dites. Sauf que dans la partie des zadistes qui, au fond, n'ont pas déposé de projet individuel, agricole ou artisanal ou environnemental, il y en a une partie qui veulent fonctionner de manière collective. Ils ne sont pas dans la violence, simplement ils considèrent que parce qu'ils ont vécu de manière collective pendant des années, ils aimeraient déposer un projet collectif. C'est ce qui est en discussion avec la préfète sur place. Donc je le dis encore une fois, qu'il faut qu'il y ait liberté totale de circulation. On l'a dit, tous les résistants, ou la quasi-totalité des résistants à ce projet ont dit, une fois qu'il est abandonné, il est normal qu'il y ait liberté totale de circulation. Vous n'êtes pas déçu par ces militants que vous appelez ces résistants? J'ai regardé vos déclarations au moment où l'annonce a été faite de l'abandon du projet. Vous disiez, ils vont partir d'eux-mêmes. Ils apparaissaient comme des militants anti-aéroport. Aujourd'hui, ils apparaissent comme des jusqu'au-boutistes. Vous avez dit vous-même, il faut distinguer tous ceux qui aujourd'hui rentrent dans une logique constructive de projets sur place, qui ont été des résistants. C'est les paysans historiques, c'est les nouveaux paysans, c'est des occupants qui sont en train, dans le processus de concertation installé par l'État, ils sont en train de passer à la logique de la résistance à un projet de vie collectif sur place. Il y a des résistants durs qui occupait la départementale. Je dis encore une fois qu'il est normal que rapidement, cette départementale, il y ait liberté totale de circulation. Ce que je crains, c'est qu'à un moment donné, justement parce qu'il y a des résistants ou des zadistes durs, il y a une cristallisation de la violence du fait de l'intervention des forces de l'ordre et que j'aurais préféré quelques semaines de plus, le temps que tous les processus de concertation aient été menés à terme pour que justement ce changement de culture s'opère sur place. Est-ce que finalement, c'est pas sans fin, cette histoire? Non, c'est pas sans fin, parce que le projet est abandonné, parce que la quasi-totalité de ceux qui occupent les terres à Notre-Dame-des-Landes sont dans ce processus de concertation, ce processus de construction d'un projet agricole, artisanal et environnemental, qui a incontestablement une poche de résistance. Mais cette poche de résistance était en train de se réduire. J'aurais préféré que le gouvernement attende encore un peu, plutôt que de vouloir aussi donner l'impression, du point de vue de la communication, qu'il était capable de mettre un taquet aux zadistes.
Yannick Jadot, ce matin, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, annonce qu'il y a un gendarme blessé gravement à l'œil. Est-ce que vous condamnez les violences ? Mais bien sûr. On a de la part des zadistes. Mais on a toujours condamné toutes les violences. À chaque fois qu'il y avait une manifestation contre mais vous les l'aéroport appelez les Notre-Dame. résistants. Non, parce que c'est des gens qui, sur place, à un moment donné, ont participé à une résistance. Je le répète, il est normal qu'il y ait liberté totale de circulation sur place. Il y a un processus de concertation qui participe de l'apaisement de la zone. Et j'aurais préféré que ces dernières poches de résistance, qui sont un peu anti-système, il faut le dire aussi, s'affaissent d'une certaine façon d'elles-mêmes et qu'il n'y ait pas de violence. Ce que je redoute, c'est évidemment qu'il y ait soit des gendarmes, soit des personnes sur place qui soient blessées. Je redoute ça plus que tout. Et alors ces résistants, vous leur passez quel message ce matin ? Le message de l'apaisement, le message de l'absence de violence. Et encore une fois, il est légitime. Vous leur dites rendez-vous en fait. Je leur dis que ce qu'on dit depuis le début, depuis l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes, il est normal qu'il y ait liberté totale de circulation sur cette départementale-là et qu'ils ne peuvent plus bloquer les routes. Ça, c'est évident. On leur a dit depuis le début, il n'est plus possible de bloquer des routes alors qu'il n'y a plus de projet d'aéroport. En revanche, vous êtes d'accord avec le fait qu'il y ait des occupations illégales dans des maisons construites sur place ? Alors ça, justement, ça c'est le processus de concertation. Et pour le coup, et j'espère que l'intervention des forces de l'ordre et du gouvernement n'ira pas jusqu'à ces lieux de vie, parce que là, ça serait en contradiction totale avec le processus. Quarantaine d'édifices précaires détruits, annonce le oui, mais ministre de l'Intérieur. Encore une fois, si on est sur la route doit être évacuée d'une façon ou d'une autre. Je regrette que ça se fasse de cette manière-là. Mais la route doit être évacuée. Par contre, les lieux de vie ou dans le processus de concertation avec la représentante du gouvernement qui est la préfète et qui vise à rentrer dans un projet individuel et collectif d'aménagement de la zone ex-Notre-Dame-des-Landes, ex-aéroport Notre-Dame-des-Landes, dans ce cadre-là, il ne faut surtout pas y toucher, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de processus de concertation apaisant et responsable. Bon, il y a un enjeu de fermeté, d'autorité de la part de l'État et du président de la République. Il avait averti d'ailleurs dès l'abandon du projet. Autre sujet de fermeté, la SNCF. Le gouvernement, Édouard Philippe, Emmanuel Macron ont dit qu'ils iraient jusqu'au bout. Votre ancien collègue Nicolas Hulot, qui aujourd'hui est au gouvernement, lui-même dit il faut sauver la SNCF, il faut aller au bout de cette réforme. Vous en êtes où, vous, par rapport à cette réforme ? Mais nous, c'est très clair. Si vous voulez, moi, ce que je supporte pas dans la circonstance, c'est qu'on a à la fois le gouvernement qui dit, d'une certaine façon, comme un coup de menton, on ira jusqu'au bout, on va battre les syndicats qui sont en résistance. Moi, ce que je regrette, c'est que ce débat sur la SNCF ne porte pas sur les vrais sujets. C'est quoi les vrais sujets ? C'est la fracture territoriale de notre pays. De plus en plus de zones se sentent totalement abandonnées du fait des services publics, que ce soit la Poste, que ce soit la SNCF, que ce soit l'ensemble des services publics qui disparaissent, les médecins qui disparaissent, certaines écoles qui ferment. Donc, il nous faut un outil qui permet la continuité territoriale, et cet outil, c'est le train. Les petites lignes seront maintenues. Non, excusez-moi, retenez, vous connaissez la formule du gouvernement, qui est franchement d'une hypocrisie absolue, c'est « nous n'allons pas fermer 9000 km de petites lignes depuis Paris ». Donc ça veut dire qu'on va déléguer la fermeture des petites lignes aux régions. Moi j'étais il y a quelques jours à Poitiers. Vous avez une ligne entre Limoges et Poitiers. C'est ce que j'appelle l'obsolescence programmée des petites lignes. C'est-à-dire que vous les entretenez mal. Les trains commencent à être en retard, il y a des trains qui sont supprimés, donc petit à petit, les gens, ils n'arrivent plus à prendre le train, donc ils prennent leur bagnole. Vous avez la route qui longe la voie ferrée, il y a 35 000 véhicules par jour, il y a des bouchons à tous les étages. Donc en fait, le discours du gouvernement, c'est restez dans vos bouchons, on s'en fout des petites lignes, mais on va s'attaquer au statut des cheminots. Et ça, je regrette profondément cette logique-là. Deuxième chose, dont même Nicolas Hulot ne parle pas dans sa tribune. C'est quoi la première concurrence du train aujourd'hui ? C'est la route. Est-ce que vous avez vu le ministre de l'écologie, le gouvernement dire « on va enfin mettre en place cette fameuse taxe poids lourd » qui est juste un principe de justice sur le coût
des poids lourds sur nos routes et le financement des transports collectifs. Si l'Allemagne a relancé son fret ferroviaire, si ça marche aussi bien en Allemagne, en Suisse et ailleurs, le train, c'est parce qu'ils ont mis en place une taxe poids lourds qui permet de financer les trains du quotidien et qui évite d'avoir de plus en plus de camions sur nos routes. Et ce gouvernement ne s'attaque pas à la concurrence totalement injuste, subventionnée de la route par rapport au train. Et bien, c'est deux sujets essentiels. La fracture territoriale et la concurrence insupportable à coup de subventions publiques de la route ne fait pas partie du débat. C'est très triste. Les bus, un petit mot sur les bus Macron notamment. Mais écoutez, quand Ils vous sont fermez... une grande réussite. Non, mais c'est... Surtout en ce moment. Mais oui, mais c'est pourquoi parce que, comme vous le savez... Non, mais ça aide les gens beaucoup- quand même. Ça aide les gens dans ces Mais périodes. je dis pas, je suis Faut pas reconnaître contre que les les gens bus. veulent travailler Mais aussi. les écolos, enfin, Vous pendant êtes 15 ans. pour ou contre Vous êtes pour ou contre les bus? Mais attendez, c'est pas la question d'être pour ou contre les bus. Les bus en ville, c'est très bien. Des cars qui font le lien entre des trains et les zones urbaines et les bus, c'est très bien. On s'est toujours battu pour l'intermodalité des transports. Pendant 15 ans, les écologistes se sont battus contre les projets pharaoniques de LGV et de TGV. Tous, les socialistes, les républicains, tout ça, nous ont dit « Vous êtes des ringards, vous êtes des nuls, vous comprenez rien à l'aménagement du territoire. » Et maintenant, tous, ils vont à la télé, chez vous, ailleurs, dire « Oh, le tout TGV, ça a été une énorme erreur, ça a construit une dette pharaonique, et maintenant, il faut s'attaquer au statut des cheminots. » Eh ben non. Le sujet, c'est d'où vient cette dette ? Comment l'État la reprend comme ça a été fait en Allemagne et surtout comment on investit sur des transports du quotidien qui permettent à tous les Français d'être égaux devant la mobilité. Marcelo Yannick- Westphred. Yannick Jadot, un petit mot sur le projet du gouvernement de privatiser la Française des Jeux, en tout cas c'est à l'état de projet, pour, avec cet argent, ouvrir un fonds sur l'innovation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez que la Française des Jeux finance déjà beaucoup d'activités, que ce soit dans les quartiers, dans le sport, dans beaucoup de choses. Moi, je dis que Dans les outre-mer. le jeu, il y a toujours un risque d'addiction très fort à la question du jeu. C'est un enjeu essentiel et donc moi je suis contre cette privatisation comme je suis contre la privatisation d'aéroports de Paris. C'est un enjeu de souveraineté nationale. On ne devrait pas jouer comme ça, y compris parfois avec des fonds souverains étrangers. Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts, est notre invité politique en direct sur ce plateau ce matin dans Territoire d'Info. La grogne sociale, on a vu la semaine dernière Yannick Jadot, Benoît Hamon avec Olivier Besancenot, Pierre Laurent, des membres de la France Insoumise. Alors la gauche se reforme, semble-t-il, dans la rue. Pourquoi vous ne vous joindriez pas à eux, vous ? Mais parce qu'on a été dans les manifestations contre le projet de réforme de la SNCF, parce qu'on trouve encore une fois qu'il passe à côté des enjeux essentiels pour les Français, que personne n'a tiré les responsabilités de la dette colossale de la SNCF et des dysfonctionnements de la SNCF. Et vous dans tout ça, j'allais dire ? Eh bien moi j'étais à la manifestation en soutien aux salariés, en soutien aux citoyens et en tant que responsable politique contre cette réforme. Maintenant, moi je crois que la responsabilité politique, y compris si on veut éviter un détournement de cette mobilisation par le gouvernement pour dire regardez, c'est que la gauche de la gauche, regardez, c'est que le statut des cheminots, c'est que des privilégiés. Il faut être en soutien à ces mouvements-là plutôt que d'essayer de les précéder. Olivier Faure a été intronisé, ça ne nous a pas échappé, patron du PS ce week-end. À Aubervilliers ? Vous n'y étiez pas? Je suis pas socialiste. Vous n'êtes pas Ça socialiste? vous a En pas échappé. observateur, non ? Mais pourquoi voulez-vous qu'il y ait un observateur à vous avez soutenu Moi, le j'ai candidat jamais été socialiste. hein. Les- J'ai toujours été écologiste. Les grandes heures de l'écologie, c'était la gauche plurielle. Ça doit vous rappeler quand même de bons souvenirs. Il y a eu plein de grandes heures de l'écologie. Vous savez, moi, j'ai été à Greenpeace, j'ai fait la solidarité internationale. Après, j'ai cofondé avec Danny Cohn-Bendit, José Bové et d'autres Europe Écologie. Donc, on a fait 16%. C'était les grandes heures de l'écologie aussi. Vous avez fait 16% en 2009, vous avez Ouais. fait ensuite... J'ai fait 11% en 2014. En 2014, monsieur. voilà. Aujourd'hui, quel est, à votre avis, l'espace politique pour Europe Écologie? Et d'une façon générale, où est l'écologie politique aujourd'hui? Elle est partout. Elle est partout. Je Mais veux quel dire, est son espace politique? Mais l'espace politique, c'est un espace de cohérence. C'est pas simplement, on n'a pas l'écologie comme un élément de discours. C'est pas la cerise sur le gâteau. C'est pas le vernis qui permet de faire croire que on fait de l'écologie alors que
ce gouvernement sur les pesticides, c'est le business plan de la FNSEA, c'est pas l'impératif écologique. On le voit sur le la loi glyphosate, on le voit sur la interdit dans 3 ans. Mais non, vous savez parfaitement que le gouvernement, tout responsable politique confondu, a dit ouais, ces trucs de 3 ans, il y aura des dérogations, on ne fera pas de décision unilatérale. Donc aujourd'hui sur les pesticides. C'est le projet. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'écologie dans les discours. De Rugy chez Macron. Madame Pompili chez Macron. Et vous C'est un moment. Moi, je suis Europe Écologie Les Verts. Cécile Duflot arrête. Je participe de la reconstruction parce que je pense qu'il est impératif qu'il y ait un mouvement de l'écologie politique. On ne peut pas en permanence parler de la perte de biodiversité, du dérèglement climatique, de la pollution, qui aujourd'hui dans les villes, dans les régions, au niveau européen comme au Sénat, défend de manière acharnée la santé, l'environnement et la qualité de l'emploi. Eh bien, ce sont les écologistes qui ne font pas de compromis avec ça. À nous d'être de nouveau crédibles pour que cette parole, on se dise si on veut vraiment défendre la santé, c'est pour les écologistes qu'il faut voter. Moi, c'est ce à quoi je m'emploie pour les européennes qui viennent. Yannick Jadot, vous vous considérez dans l'opposition ou pas ? Moi, je suis écologiste. À chaque fois que le gouvernement marquera un pas vers la protection de l'environnement, je dirais très bien. Ce que je constate malheureusement, c'est sur la pollution de l'air, on est très en retard, on ne prend pas les mesures qui permettent d'éviter 130 morts prématurées par jour. 130 morts prématurées par jour. Je vois que sur les pesticides, c'est M. Travers qui a gagné et c'est la FNSEA qui impose son tempo. Je vois que sur l'énergie, c'est le lobby nucléaire et EDF qui ont gagné, qui ont cassé une grande loi de la République qui était la loi de transition énergétique et en un coup, tout ça a disparu. Yannick Jadot. Viktor Orban hier, qui gagne Dramatique. pour la 3e fois en Hongrie sur des tests très durs, très pro-Poutine, très anti-immigration. Votre réaction comme eurodéputé ? L'Europe doit absolument être utile, elle doit créer des emplois. C'est ce plan massif d'investissement que les écologistes défendent dans la transition énergétique, dans la santé, pour créer des emplois partout. Il faut que l'Europe soit utile et tant que les Européens ne seront pas entre eux solidaires sur la question des migrants, nous aurons le vote Orban et nous aurons le vote en Italie. Et de ce point de vue-là, la France est très loin d'être exemplaire. Là encore, derrière les discours d'Emmanuel Macron, on réinstalle des frontières qui alimentent le vote extrémiste en Italie et ailleurs. Il va parler devant le Parlement européen, Emmanuel Macron, le 17. Il y a des tas de choses, notamment, il est sur un discours très pro-Europe, il est sur un discours, il demande l'instauration d'un ministre du budget européen. Il y a des choses sur lesquelles vous allez le soutenir et le suivre ? Moi, je suis extrêmement heureux que Emmanuel Macron porte avec ambition le débat européen. Mais le débat européen, c'est pas les pro-européens contre les anti-européens. L'État détestable de l'Union européenne, ce sont ces pro-européens-là qui l'ont construit. Moi, l'alliance que propose Macron, de Juncker à Barroso, de Sarkozy à Hollande sur l'Europe, on a vu ce que ça avait donné. Moi, je souhaite qu'il y ait un débat entre pro-européens. Est-ce qu'on est pour le libre-échange et le massacre de nos campagnes et le transfert de notre souveraineté juridique aux entreprises ? Est-ce qu'on est pour la solidarité sur les migrants ? Est-ce qu'on est sur un grand plan de transition énergétique et pas simplement de défense du nucléaire ? C'est là-dessus qu'il faut qu'on ait un débat avec Emmanuel Macron. Je lui conteste le fait d'être le seul pro-européen de la scène politique. Yannick Jadot, le prince héritier d'Arabie Saoudite est à Paris en visite de 3 jours. C'est quoi, un réformateur qui ouvre son pays pour vous ? Écoutez, aujourd'hui, c'est le prince héritier d'un État qui continue à exporter une vision fascisante de la religion et d'un État qui, avec des armes françaises, génère des massacres au Yémen. Vous réprouvez cette visite ? Je réprouve cette visite et surtout, la question n'est pas... Est-ce qu'il faut parler ? Oui, il faut parler à Poutine, il faut parler à Trump, il faut parler aux dirigeants du monde. Est-ce qu'on met en scène cette qualité d'accueil alors que c'est l'un des pays où il y a le plus la peine de mort, et encore une fois, avec des armes françaises en toute illégalité du point de vue du droit européen, du droit international, l'Arabie Saoudite participe de massacres au Yémen. Accueillir le prince héritier dans ces conditions-là alors qu'il participe à des massacres, je trouve qu'on a quand même sacrément perdu en France l'ambition d'une vision universaliste sur la défense des droits humains. C'est très clair, merci Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. On passe au débrief de l'actualité et de vos propos dans un instant. Merci.
Voilà, Yannick Jadot, notre invité politique ce matin, quitte ce plateau, député européen Europe Écologie Les Verts. Naturellement, sa réaction était attendue sur ce plateau sur l'évacuation en cours de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Michel Richard, je regrette que l'on n'ait pas discuté encore quelques semaines, a dit Yannick Jadot sur ce plateau il y a quelques minutes. Oui, et pourquoi pas quelques mois. Je veux dire par là, le gouvernement avait été pour le coup assez clair. Il prenait la décision et puis il laissait quelque chose comme 2 mois, n'est-ce pas, pour que les occupants prennent leurs décisions, s'en aillent, déposent des projets d'installation, etc. On peut toujours regretter que l'intervention soit trop rapide. Elle était annoncée. Ça devait normalement inciter les occupants à déclarer leurs intentions. Bon, voilà, là-dessus, franchement, on peut discuter. Pourquoi quelques semaines, pourquoi pas quelques mois? On voit bien là un embarras quand même de Yannick Jadot. Et puis quand même une petite chose un peu bizarre. Il parle beaucoup de résistants. Oui, bon, c'est un mot qui se discute. Bonjour Jean-Baptiste Forêt. Bonjour. Vous représentez la Gazette des communes, qu'on connaît bien sur ce plateau. C'est Guillaume Doyen, le rédacteur en chef, le directeur des rédactions, qui est souvent là. Vous avez entendu Yannick Jadot parler de liberté totale de circulation qu'il faut, a-t-il dit, et il l'a redit ce matin. Oui, tout à fait. Alors, c'est un numéro d'équilibriste dans lequel s'est lancé Yannick Jadot. D'un côté, il dit 1 minute, monsieur le bourreau, attendons encore quelques semaines, l'été, l'automne. J'ai pas très bien compris quelle était quelques semaines. Quelle était l'échéance sur la liberté de circulation. Effectivement, c'est l'un des enjeux pour le gouvernement. Il envoie quand même, je crois, environ 2500 hommes à Notre-Dame-des-Landes. C'est une opération quand même à haut risque pour le gouvernement. 250 zadistes contre 2500 forces de l'ordre. C'est ce que disait Michel Richard dans la première partie de cette matinale. Oui, alors je ne suis pas un spécialiste du bocage de Notre-Dame-des-Landes, mais il semble quand même que les zadistes soient quand même très bien organisés. Ils sont enracinés quand même depuis plusieurs années. Ils ont des pièges, des miradors. Enfin, c'est une organisation assez particulière. Donc le gouvernement joue quand même gros là-dessus. On se souvient de l'affaire de Sivins avec la mort de Rémi Fraisse. C'est-à-dire qu'il doit à la fois afficher sa fermeté et aussi éviter des pertes humaines, évidemment. Déjà un gendarme blessé, a annoncé Gérard Collomb ce matin. On passe à la grogne sociale. On a vu la semaine dernière Benoît Hamon avec Olivier Besancenot, Pierre Laurent, des membres de la France Insoumise. Quand on a posé la question de savoir si la gauche se réformait dans la rue et s'il y était, Yannick Jadot, il a dit oui, je participe à ça. Et pourtant, on voit peu d'écologistes dans le paysage. Non, c'est pas très clair. Yannick Jadot lui-même est un objet politique un peu non identifié en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il est venu à la politique dans le sillage de Daniel Cohn-Bendit qui aujourd'hui est chez Emmanuel Macron. Il a soutenu Benoît Hamon qui est sur une ligne beaucoup plus critique vis-à-vis de l'Europe et de la réforme de la SNCF. Donc là encore, on a affaire à un numéro d'équilibriste. Avec un départ de Cécile Duflot fracassant, elle quitte la politique, Michel Richard. Donc là, il va y avoir de la place pour Yannick Jadot. Oui. Alors c'est vrai que, politiquement, il paraît qu'il participait aux manifestations, moi il me l'a appris, mais enfin ça a pu m'échapper très bien. En revanche, je trouve qu'autant il est un peu, vasouillère, un peu embarrassé sur Notre-Dame-des-Landes, autant je trouve son discours sur la SNCF très construit et cohérent. Peu importe qu'il soit contre la réforme, sur le statut du cheminot, etc. etc. Mais là où je pense qu'il a raison, c'est quand il montre malgré tout les incohérences. Qu'il faille réformer la SNCF, sans doute, mais que la route, comme il le dénonce, bénéficie de privilèges qui sont pour le moins discutables, ça me semble pas faux. Cette fameuse taxe poids lourd qui est une palinodie que les derniers pouvoirs nous ont fait vivre, une palinodie qui nous a coûté très cher pour quelque chose de parfaitement justifié, où on a cédé en rase campagne, eh bien, je pense qu'il a raison de remettre ça, si je puis dire, sur le tapis et de dire qu'en effet, il y a une incohérence dans la politique des transports aujourd'hui. Jean-Baptiste Forêt, il a appuyé aussi sur cette affaire des petites lignes. Oui, tout à fait. Il a dit, bien sûr, que le gouvernement renvoyait aux régions la gestion de tout ça et que donc, au fond, elle s'éteindrait.
Oui, c'est une question qu'on connaît bien, nous, à la Gazette des communes, la fracture territoriale. On connaissait les écologistes surtout en milieu urbain. Enfin, ils ont obtenu des scores assez importants dans les grandes villes. Et là, Yannick Jadot, assez intelligemment, reprend un peu le discours de la France des invisibles, des oubliés, qui a voté massivement pour Marine Le Pen. Et c'est vrai que l'avenir de ces petites lignes est tout sauf clair aujourd'hui. Le gouvernement veut refiler le bébé, si vous me permettez l'expression, aux régions. Derrière, les régions sont prêtes à reprendre le bébé, mais contre monnaie sonnante et trébuchante, et le dispositif n'est clairement pas en place aujourd'hui. On passe un peu de temps pour parler du Parti Socialiste. Alors, il n'était pas à Aubervilliers pour écouter le discours d'Olivier Faure. Pourtant, on se rappelle tous qu'il s'était désengagé de la présidentielle au profit de Benoît Hamon, qui était à l'époque le candidat officiel du Parti Socialiste. Absolument, il était... Compliqué comme positionnement quand même aujourd'hui. Oui, mais comment voulez-vous vous positionner clairement vis-à-vis d'un Parti Socialiste dont le moins qu'on puisse dire est que rien n'est clair en lui, ni aujourd'hui sa nature, ni son projet, ni sa vision. Et il y avait le Premier ministre de la gauche plurielle au premier rang, oui, Jean-Marc Ayrault. Oui, Jean-Marc Ayrault, écouté Olivier Faure. Absolument. Mais vous voyez, comment bien se positionner quand, encore une fois, on a affaire à quelque chose, ne tirons pas sur une ambulance, mais pour l'instant, le Parti Socialiste, c'est une ambulance. Plus personne ne sait ni ce qu'il pense, ni où il va. Donc, se positionner par rapport à lui, c'est franchement un peu compliqué, en effet. Oui, le Parti Socialiste, on l'a encore vu hier, est avant tout un parti d'élus, de collaborateurs d'élus. Il y a plus vraiment d'adhérents aujourd'hui au Parti Socialiste, et Olivier Faure est un peu à l'image de cette sociologie-là. C'est un ancien collaborateur parlementaire qui est aujourd'hui député. La personne d'Olivier Faure n'est pas en cause, mais ce parti-là est avant tout un syndicat d'intérêt électoral qui ne pense plus tellement la société. Avec quoi, les européennes et surtout les municipales, non? C'est le vrai test sera là. Oui, ça va être difficile. Enfin, pour moi, le grand test, ce sera la question à la Gazette des communes. Là. Oui. Alors, moi, je m'intéresse un peu plus aux municipales qu'aux européennes. Et là, ce sera un vrai test parce que c'est dans les villes que le Parti Socialiste garde encore des positions, ça rapporte des subsides. Et ne parlons pas des finances que ça rapporte, car s'ils perdent des municipales, le PS, déjà en mal financièrement, sera alors là lessivé. Le PS sera mort. Donc voilà, c'est ça le grand test pour Olivier Faure. Merci Jean-Baptiste Forêt de la Gazette des communes. Vous reviendrez sur ce plateau représenter ce titre qu'on aime beaucoup dans cette matinale d'info. Merci Michel Richard, éditorialiste au Midi Libre et au Point, d'avoir débriefé l'actualité et les propos de Yannick Jadot, qui était notre invité politique ce matin. Tout de suite, on passe au Zap Monde, un résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir de l'actualité dans le monde. Il s'en passe des choses, on regarde ensemble. Donald Trump, dans un tweet, n'exclut pas une intervention américaine en réaction à cette attaque chimique présumée. Le président américain avertit Bachar al-Assad qu'il traite d'animal, qu'il lui faudra payer le prix fort. Damas et ses alliés, Moscou et Téhéran, démentent toute attaque chimique en Syrie, à l'initiative de la France, qui déclare qu'elle prendra ses responsabilités. 9 pays, dont les États-Unis, demandent la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies ce lundi soir. Ce n'est plus un mystère. Le FLN dévoile son favori pour la présidentielle de 2019. Il appelle Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, à se succéder à lui-même pour un 5e mandat. C'est au secrétaire général du parti du pouvoir de lui transmettre officiellement le message au nom des 700 000 militants. Les militants du parti, les députés, les membres des assemblées élues, ainsi que toutes les instances du FLN, en plus des sympathisants, appellent tous le président à continuer sa mission à la tête de l'État. La passe de 3 après 2010 et 2014, Viktor Orban rempile pour un mandat de 4 ans à la tête du gouvernement hongrois. Large vainqueur des législatives de ce dimanche, dont il était favori, mais peut-être pas certain d'un résultat aussi bon. 48,9% des voix, un score supérieur à celui d'il y a 4 ans. Il y a une grande bataille derrière nous. Nous avons gagné une victoire historique qui nous offre la possibilité de continuer à nous défendre et défendre la Hongrie. Repli sous le feu. Pendant leur retrait du PK5, le dernier quartier musulman de Bangui, les casques bleus n'hésitent pas à tirer. Après une offensive de plusieurs heures, lancée tôt le matin contre 3 bases de groupes dits d'autodéfense. Objectif, désarmer ces milices qui font la loi. Bilan, au moins 33 blessés, dont 11 parmi la MINUSCA.
Les résultats de cette opération sont 8 arrestations du côté des groupes armés, la saisie de plusieurs armes, de drogues et stupéfiants. Nous continuerons jusqu'au moment où l'objectif final est atteint, le retour de l'autorité de l'État bien sûr, et l'arrêt de ces activités criminelles par ces groupes criminels armés de PK5. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous.